Bon, bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler du PGE. Alors PGE c'est simple, prêt garanti par l'État. Donc c'est ce qui a été mis en place pour contrer les effets du coronavirus, du Covid-19. Ils ont mis ça en place de suite au mois de mars 2020. 2020. Et donc le but du jeu, c'était tout simplement d'essayer de pallier aux problèmes de trésorerie des boîtes. Donc si on veut savoir exactement ce que c'est, on va directement à service public, toc, pof, il y a une fiche qui parle justement du PGE. Donc PGE, on regarde la définition. Donc il a été repoussé jusqu'au 30 juin 2021. Si je me souviens bien, au début, c'était au 31 décembre. Mais bon, vu que première vague, deuxième vague, troisième vague, etc., donc ça a continué. Et donc, si toujours les conditions sont plus ou moins pareilles, les taux ont changé un petit peu, mais on regardera ça. Et donc, toujours accessible jusqu'au 30 juin 2021. Donc, est-ce que ça va continuer par la suite? Possible. Dans le sens où problématique qui va continuer. Donc, a priori, l'été, ça a l'air d'être plus calme. Donc, il est possible qu'ils essayent de remettre en place, d'éviter confinement et puis limitation, donc d'ouvrir les restos ou je ne sais pas quoi l'été. Mais par contre, l'hiver, ça va ressembler à une espèce comme une grippe qui revient tout le temps. Juin, oui, peut-être que ça s'arrêtera dans l'été, et aussi bien ça va redémarrer après. Donc, il va falloir s'habituer. Donc, ce truc-là, ce PGE, on va dire jusqu'au 30 juin 2021, c'est possible. Donc, qui est concerné? À peu près tout le monde, toutes les boîtes. Il n'y a pas des masses de limitations là-dessus, comme ils peuvent dire société, commerçants, artisans, agricoles, libéral, micro, auto, assos, tout le monde. Voilà. Par contre, ils disent bien que SCI, pas possible, un petit peu normal, dans tout ce qui est société civile immobilière, et établissement de crédit, et sociétés de financement, c'est-à-dire ceux qui donnent des prêts. A priori, eux, ils ont un bon business, donc ça va continuer. Toc. Pof. Montant. Donc, deux écoles, en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, ils vont donner un certain pourcentage en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, 70% du montant du prêt pour la garantie. Le prêt, sachant que le prêt va faire à peu près 3 mois de chiffre d'affaires, donc première école. Donc, il faut prouver qu'on a un certain montant de chiffre d'affaires. Et par contre, pour tout ce qui est entreprise nouvelle, innovante, alors ça, de la définition, je ne vais même pas vous la donner parce que c'est une galère absolue. Mais en gros, on ne peut pas le calculer sur le chiffre d'affaires parce que c'est des boîtes qui n'ont pas des masses de chiffre d'affaires, donc ils le calculent sur 2 ans de masse salariale. Ce qui est quand même énorme, mais bon. Voilà. Et donc, ça s'appelle PGE parce que c'est garanti par l'État. Sauf que garantit pas tout. C'est ça l'astuce. C'est-à-dire, il parle bien de 70% des prêts et PME 90%. Donc, grosse boîte 70%, ce qui est déjà énorme. Et PME, alors après, il faut voir la définition de la PME, mais bon, en gros, si c'est PME sens européen, ça doit être quelque chose comme en dessous d'un certain million de chiffre d'affaires et moins de 50 salariés. Ça va être à peu près dans ces eaux-là. À vérifier. Donc, montant du prêt. Donc, comme vous voyez, montant du prêt, il y a une garantie, mais la garantie, c'est 70% du prêt et 90% pour les autres. Donc ça veut dire qu'il y a un certain pourcentage qui n'est pas couvert.
Donc si pour X raison, il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas faire face, il y a une partie qui pourrait être prise en charge par l'État, mais pas tout. Donc dépendamment de ce que vous avez demandé, il peut se passer des choses. Voilà, on va reparler de ça. Et donc la démarche, c'est assez simple. Vous allez voir votre banque habituelle, vous faites une demande de prêt qui va correspondre donc à ce 30% ou les 2 ans masse salariale, etc. Votre banque, elle vous donne un préaccord, si ça se passe bien, elle fait suivre l'information à la BPI, dans un pseudo-organisme de financement étatique, qui lui va lui dire c'est bon, vous pouvez ouvrir la ligne de crédit. Ce qui est intéressant sur donc le montant du prêt, donc l'évaluation de ce que vous avez la possibilité de demander, donc le 3 mois de chiffre d'affaires, donc le quart du chiffre d'affaires annuel, il faut l'asseoir sur quelque chose. Donc il faut l'asseoir sur le chiffre d'affaires. Sauf que si vous faites votre bilan vous-même, votre banque va vous envoyer bouler. Et c'est absolument normal, parce que si vous faites votre bilan vous-même, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez lui donner n'importe quoi, et voilà. Donc il y a une limitation qui fait que vous êtes obligé de passer par quelqu'un qui va potentiellement certifier cette information, donc un tiers. Et il n'y en a pas 15 000. À part un expert comptable, il n'y a qu'un expert comptable qui peut vous certifier cette information-là. Donc l'État va, donc vous êtes obligé d'aller voir, si vous êtes une personne morale, faire certifier votre ancien bilan. Et si par contre vous n'avez pas de bilan, il y a possibilité, j'ai déjà vu ça, de faire établir une attestation de chiffre d'affaires de la part d'un expert comptable, pareil. Et donc l'expert comptable, il va sur vos relevés, il va donc prendre vos relevés, il va prendre toutes vos factures et il va vous établir une espèce d'attestation en disant selon les informations qu'on nous a données, voilà ce qui correspondrait à son chiffre d'affaires. Et donc ça va faire partie du dossier que vous donnez à votre banque traditionnelle. Toc, cloc. Donc la démarche, on en a parlé. Alors remboursement, l'intérêt c'est que pas la première année. Donc à partir du moment où il vous donne, qu'il vous ouvre votre ligne de crédit, poum, vous gagnez 1 an. Par contre, 5 ans maximum, donc vous pouvez le faire moins, mais bon, ça reste quand même sur 5 ans. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'État ne vous fait pas cadeau de sa garantie. C'est-à-dire, il y a de 0,25 à 0,50 pourcentage le pourcentage de la somme qui va être encaissé au niveau de cette garantie. Elle n'est pas demandée tout de suite, mais ça va vous rallonger votre prêt. Donc ça fait déjà un coût supplémentaire, plus les coûts d'assurance, etc., les trucs bancaires. Donc il y a quand même un petit quelque chose. D'un autre côté aussi, on peut penser au taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, d'après ce que j'ai pu voir, les taux de 1% à 2,5%, dépendamment des cas de figure. Sachant que, moi je trouve ça quand même assez cher, sachant que c'est garanti par l'État. Donc en théorie, il n'y a pas des masses de risques que la banque ne se fasse pas rembourser. En tout cas, c'est à peu près le cas de figure. Alors donc bon, ça c'était le truc basique. Ce qui est intéressant, c'est toutes les implications. Et donc les implications, il y en a quand même pas mal. Déjà, premièrement, si vous n'avez pas d'expert comptable, vous allez bloquer d'une manière ou d'une autre à un moment. Et donc vous êtes obligé de passer par un expert et de lâcher 100, 150, 300,
600 pour faire certifier un bilan que vous n'auriez pas fait certifier si vous n'auriez pas, si vous n'étiez pas allé chercher cet emprunt. Voilà. Après, il y a aussi un autre problème qui vient justement de la banque. Parce que quel type de banque fait des prêts? C'est les banques traditionnelles. Alors bien sûr, il y a aussi les crowdfunding, etc. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc, si par exemple vous êtes sur une néobanque, et vous êtes mal. Parce que quand vous faites un emprunt à une banque, elle va vous ouvrir un compte et elle va vous ouvrir la ligne de crédit directement sur le compte de chez elle. Et elle va vous dire, maintenant vous êtes client chez moi. Donc, vous allez peut-être garder votre néobanque, mais vous allez vous retrouver avec un second compte bancaire. Vous pouvez toujours essayer de négocier avec la banque de ne pas l'ouvrir, mais ils vont vous envoyer bouler. Donc, dans l'absolu, vous allez quand même vous retrouver avec un autre compte bancaire et donc avec des frais de tenue de compte, etc. Donc, déjà pas génialissime pour les néobanques. Bon. Après, les emprunts, c'est un emprunt. Donc, si vous avez l'habitude de ne pas faire d'emprunt, ça vous fait un premier emprunt, on va dire, sur votre activité. Pourquoi pas? Par contre, si vous avez déjà des emprunts en cours, ça va se rajouter. Et au bout d'un moment, ça finit par être plus tenable. Donc, c'est pas génialissime de faire des emprunts sur des emprunts. Voilà. Et dans le cas de figure où votre activité était directement, vous étiez ric-rac sur votre chiffre d'affaires, sur la profitabilité de votre boîte, là on est en train de parler des boîtes activités zombies, il y en a pas mal qui se retrouvent fermées et qui déjà ont des problèmes structurels, qui se retrouvent fermés et qui se rajoutent un emprunt pour juste pouvoir, parce que c'est de l'argent facile en fait, mais le truc c'est que si vous êtes fermé, si in fine vous êtes fermé 1 an et demi, voire on ne sait même pas encore le pourquoi du comment, si vous allez pouvoir rouvrir, on pense aux discothèques, aux restos, etc., vous avez repoussé l'échéance de votre liquidation d'1 an. Mais vous avez fait un emprunt derrière. Donc, vous risquez de bien vous casser la gueule comme il faut. Alors, garantie, oui, mais sauf que, mais la couverture, c'est de 70 à 90%, dépendamment des cas de figure. Donc, même si vous avez du bol, vous arrivez à 90%, il reste quand même 10%, plus tous les autres frais qui reviennent derrière. Et dans le cas, par exemple, je sais pas moi, d'une personne morale, encore personne morale, jouable, vous vous cassez la gueule. Pourquoi pas? Vous avez réussi à rembourser une certaine partie, mais il va quand même rester les 10%. Plus les espèces de frais fixes, machin, l'expert comptable que vous êtes allé chercher, etc. Donc, implicitement, ça reste quand même un choix. Il faut vraiment réfléchir, pas se dire c'est bon, je repousse l'échéance d'1 an et on verra ce qui va se passer. Parce qu'a priori, par rapport à ce qu'on peut voir du Covid, l'été c'est à peu près bon, l'hiver c'est la panique. Et on peut voir que avec ces histoires de variants là, on n'est même pas sûr que la vaccination puisse marcher. Et puis en plus, dernier point là sur la réalité de l'activité, j'avais lu une étude là sur les activités touristiques. Il parlait tout simplement que on arriverait, agence de voyage, etc., enfin tout ce qui concerne le tourisme, on arriverait à un PIB applicable à ça, c'est-à-dire un chiffre d'affaires du secteur. Le montant 2019, on arriverait à le récupérer quelque chose comme il parlait de 2028-2029. Donc c'est presque 10 ans avant de revenir à quelque chose d'habituel. Donc il y a beaucoup de boîtes qui ne s'en rendent pas compte de faire d'emprunts. Et de faire des emprunts, c'est bien, mais ils repoussent l'échéance. Et donc en fait, une stratégie
bizarre mais possible, ce serait même de, si vous voyez que ça ne va pas reprendre tout de suite et que votre chiffre d'affaires était déjà ric-rac et votre profitabilité, c'est quasiment de liquider tout de suite pour ne pas avoir à s'endetter et de repousser une partie du problème. Parce que l'emprunt, ça peut vous couvrir certaines choses, mais qu'est-ce qui dit que le quart du chiffre d'affaires d'une certaine année va vous permettre de tenir sans activité, d'avoir une rémunération, un petit quelque chose, c'est pas dit. Il faut vraiment faire le calcul. Et en plus, c'est juste sur une année, votre emprunt. Donc, un quart du chiffre d'affaires, vous faites votre calcul pour voir combien de temps vous allez pouvoir tenir. Et si pour X raison, vous êtes ouvert, je sais pas moi, un resto que 4 mois sur l'année, sachant qu'en plus les gens maintenant, pas forcément envie d'aller dans un restaurant, et parce que pas confiance, tout simplement, vous pouvez vous retrouver très mal. C'est-à-dire, vous avez repoussé, voilà. Et aussi, la problématique, c'est que, presse le pouvoir des banques. Parce que de ce coup, les banques, si vous n'aviez pas d'emprunt, vous avez juste un compte chez une néobanque ou alors chez une banque et puis vous avez vos frais, point barre. Là, d'un seul coup, ils vont vous embêter pour pouvoir essayer de récupérer le cash. Des procédures, parce que c'est bien beau de tirer un prêt garanti, etc. Mais qu'est-ce qui vous dit que votre banque ne va pas commencer à faire des procédures, vous bloquez votre compte en banque et blablabla. Sur une personne morale à la rigueur, pourquoi pas, mais sur une personne physique, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on peut aussi se poser la question. Parce que c'est garanti, ouais, je veux bien, mais s'ils ont envie de venir là, parce que la banque a toujours la possibilité sur une personne physique, d'essayer de piocher où elle a envie. Voilà, et si le 10% vous n'arrivez pas, plus les frais fixes, etc., à le rembourser, ils vont quand même aller chercher. Après, huissier, blocage de compte, frais divers et variés, vous pouvez vous retrouver encore plus mal que si vous auriez arrêté l'activité telle qu'elle et que vous seriez parti vous inscrire au Pôle emploi. Si vous avez un actif à quelque part, ils peuvent essayer de pouvoir le chercher. Donc c'est quand même assez... c'est une décision comme un emprunt, personne ne s'en rend compte, mais quand vous faites un emprunt, vous avez intérêt de le rembourser. On ne peut pas faire à l'américaine comment on appelle ça là, vous mettez en dépôt. Non, c'est pas un dépôt de bilan, là, mais je ne me souviens plus le terme. Une liquidation personnelle, là, où vous faites défaut. C'est pas exactement comme ça, donc c'est possible, mais les conditions sont tellement... c'est quasiment impossible de le faire. Voilà, c'est ça. Alors, dernière chose... comment passer ce type d'écriture d'un point de vue comptable? C'est pas très très compliqué en fait, c'est comme un emprunt de base. Donc en gros, vous pouvez toujours aller gratter sur les comptes comptables, donc compte à tout, clock, et donc typique 512 votre banque, donc quand vous avez votre emprunt, donc 512 100, 512 200, enfin le compte bancaire qu'il va y avoir, la somme qui est, on va dire 10 000 euros, j'en sais rien. Le compte qui va être intéressant, c'est le compte 164. Pour comptabiliser l'emprunt, toc. Typiquement c'est de 2 à 5 ans. Enfin, ou à moins que vous l'ayez fait que sur un an, mais bon, c'est quand même assez bizarre de le faire que sur un an. Donc 2 à 5 ans, clock, vous avez ce compte-là. Et clock, quand vous l'avez, clac, 164 versus 512. Et quand vous allez rembourser, bien sûr, frais de banque bidule. Alors cautionnement, la garantie de l'État, ça peut être aussi un espèce de frais, mais vous allez le noter. Vous trouver le compte, là, il y a un compte, vous cherchez garantie, vous allez le trouver. Après, donc, la contrepartie, quand ça apparaît dans la banque, bien sûr, quand vous remboursez, c'est le 164 qui va être diminué. Il y a les intérêts qui, eux, normalement, vont rentrer dans un compte 6. Donc, intérêt 660, 66, 11.
toc, charge d'intérêt bidule, clac, clac, clac. Vous avez votre compte là. Donc 512 versus 627, 512 versus 661 et 512 versus 164 pour votre remboursement. Donc ça vous fait quelque chose qui ressemble à une triple écriture. Et jusqu'à ce que vous ayez plus rien. Voilà. Alors je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait. Donc en conclusion, ben, c'est quand même un choix. Si on vous met un taux de 2,5% et que vous regardez le pourcentage qu'ils vont vous prendre pour fruits d'assurance, bidule, et que vous avez une activité ric-rac, vous faites un pari que ça va se redresser. Sauf que dans certains secteurs d'activité, on sait déjà que ça ne va pas se redresser. Voilà. Et voilà, ben, moi j'ai fini. Donc ben, demain, 16h, la même chose. Et on va voir de quoi on va bien pouvoir parler. Donc sur Twitter, je noterai le prochain sujet.